Une production des studios Bass. Ce hors-série est une présentation de NextDrive, un réseau d'ateliers pour une nouvelle génération de véhicules. Confiez l'entretien et la réparation de votre VE à des techniciens certifiés et propulsés par NAPA. Hors série. Et nous voilà enfin de retour pour ce spécial analyse des immatriculations au troisième trimestre de 2025. Pour m'assister dans cette tâche, en fait, c'est plus moi qui les assiste parce que le travail, c'est pas moi qui le fais. Premièrement, Fred Saint-Laurent. Bonjour Fred. Bonjour Martin. Ça va bien? Oui, et toi? Oui. On dirait que les chiffres, on a moins couru après cette fois-là. On dirait qu'ils sont arrivés. Oui, déjà, ça fait quelques trimestres qu'ils sont assez ponctuels à nous le donner. Pas tout à fait un mois, mais une couple de jours avant un mois après la fin du trimestre. Donc, ça semble, la mécanique être bien rodée de leur côté. Les chiffres semblent être beaux, donc moi, je suis heureux. Ah, ben oui, on peut pas faire autrement. Et pour t'assister, c'est là que des grands changements. Donc, on doit annoncer le départ de notre ami Jean-François Morissette après combien d'années de bon et loyal service? C'est plus que 10. Je pense qu'on va commencer à août 2014, donc c'est 11 ans. Là. 11 ans, ouais, à travailler avec toi sur ce dossier-là. Donc, Jean-François a décidé de laisser sa place par manque de temps. Mais quand même, je pense que ça vaut la peine de souligner l'excellence du travail qu'il a fait pendant toutes ces années. Je pense que ça a été impeccable. Il nous a donné une touche analytique tout à fait hors norme pendant toutes ces années. Donc, Jean-François, moi, je te dis merci. Mais pour te remplacer et qui pourrait également te dire merci, on a quelqu'un de nouveau qui se joint à nous, Fred. Je te laisse même la présenter. Allez, vas-y, c'est une bonne collègue. Donc, pour m'assister aujourd'hui, ça va être José Gagnon, qui fait partie du comité d'administration de l'AVEC. Qui participe à de nombreux événements et elle a une petite spécialité dans son travail aussi. Elle travaille beaucoup avec les chiffres, faire les rapports, les faire parler. Donc, elle devrait être capable de nous donner un bon coup de main. José, bonjour. Bonjour, ça me fait plaisir d'être là. Ben oui. Puis c'est ça, donc, que tu remplaces comme ça. Je me l'ai dit à pied levé, mais quand même, tu avais commencé un peu à te familiariser avec ces chiffres-là, mais tu vas remplacer Jean-François sur cette tâche-là. Donc, tu as eu le temps de regarder ça, de regarder les chiffres, de te mettre ça à ta main, disons ça comme ça? On pourra dire. Disons que Jean-François laisse des bottines qui sont grandes à chausser. Donc, en tant que trésorière du conseil d'administration de l'AVEC, je vais faire de mon gros possible pour bien soutenir Fred et prendre du galon au fur de la rencontre. On n'a pas d'inquiétude, ma chère Josée. Tu vois, ça va bien aller. Et puis, moi, je vous propose qu'on commence ça tout de go parce qu'on a quand même beaucoup de choses à discuter. On fait toujours ça en plusieurs sections, là, par catégorie, puis on commence toujours par une espèce de vision globale de la situation. Donc, j'ai quasiment envie de te donner tout de suite le micro, mon cher Fred, puis parle-nous un peu globalement comment a été ce troisième trimestre de 2025. Donc, globalement, le chiffre que tout le monde veut, c'est genre le nombre d'immatriculation sur les routes au Québec. Donc, on est rendu à 426 536, soit une augmentation de... C'est un drôle de chiffre qui s'écrit bien, de 19191 ou 19 191. Donc, c'est ça. Donc, on peut dire 19 000 d'augmentation. Le trimestre précédent, on était à 20 000 d'augmentation. C'est très proche. C'est très proche, un petit peu en dessous. Souvent, le deuxième et troisième trimestre sont à peu près pareils. C'est ce qu'on voit là. Si on regarde, par exemple, on a eu certains vents de face un peu plus prononcés. Au début de l'année, on se rappelle, au début de l'année 2025, le fédéral ont tout coupé leur rabais.
On s'est par la suite fait... Il y a eu quelques petites rumeurs, mais pas trop fortes, comme quoi on va peut-être le recommencer. Mais ces rumeurs-là se sont intensifiées. Ouais. Donc, justement, pendant le 3e trimestre, il y a beaucoup de monde qui était au courant que c'est censé s'en revenir. Il y en a même plusieurs qui disaient « Ah, ça va arriver avec le budget. » Le budget qui était toujours repoussé. Donc, ça, c'est certain que ça l'a pas aidé. On va probablement pouvoir avoir une idée de comment ça le nuit en regardant les chiffres du 4e trimestre. Qu'on va avoir d'ici. Donc là, on est mis fin novembre. Ouais, ça, dans un peu plus, probablement que 2 mois, on devrait avoir les chiffres pour pouvoir voir, quantifier c'était quoi cet effet de ralentissement. Là. Donc, c'est une augmentation pour le trimestre de quoi? 4,7 quelque chose du genre. C'est ça, 4,7 Bon, très semblable, on le dit, au trimestre précédent, mais est-ce que, si on se compare avec les dernières années, j'imagine que la baisse qu'on avait sentie au 2e trimestre est toujours là. C'est-à-dire que, oui, il y a une progression, mais une progression qui est beaucoup plus lente due, aux moultes raisons qu'on connaît, abandon de la subvention fédérale, un petit flottement dans l'air, vent de face quand même assez majeur et on pourra en discuter tantôt des changements aussi dans les réglementations par rapport aux subventions qui peuvent avoir un impact et le climat qui ultimement a aussi un impact là, sur les intentions d'achat des gens. Est-ce que tu nous présentes uniquement les voitures ou tu fais un portrait global? Ouais, au niveau justement du portrait global, si on regarde, bon, comme tu as dit, ça représente à peu près 4,7 % à titre comparatif. Donc, finalement, par rapport aux 400 quelques mille qu'on avait le dernier trimestre, c'est une augmentation de 4,7 %, alors que pour le 2e trimestre, on parlait d'une augmentation de 5,2 %. Donc, un petit peu plus bas en absolu, à peu près 1 000 de moins en absolu, mais en pourcentage, la baisse est encore un petit peu plus haute parce que le nombre de références augmente. Et en fait, ce pourcentage-là relatif, si on le compare historiquement, en fait, le 3e trimestre de 2024, pour donner une idée, on avait augmenté de 13 %. Là, on vient d'augmenter de 4,7 %. Donc, c'est une très grosse baisse à tous les niveaux. Et en fait, même en termes relatifs, c'est le 3e pire trimestre qu'on analyse. Le pire ayant été justement le début de la COVID, justement, parce qu'il y avait eu beaucoup de remisages, que ça ne veut pas dire que les véhicules étaient disparus, mais c'est juste que c'était surtout des flottes. Donc, il y a beaucoup de monde dans les flottes qui ont décidé, ben là, nos employés sont tous chez eux, ça ne sert à rien de leur payer des véhicules, fait qu'ils avaient désimmatriculé pendant ce temps-là. Puis, il y avait aussi, justement, l'autre pire trimestre, finalement, qui était le premier de l'année. Donc, à part ces deux-là, c'est le 3e pire. Donc, c'est pas en termes relatifs dans les meilleurs. Puis, en termes absolus, si on regarde, justement, une augmentation de 19 000 véhicules, en fait, justement, il faut revenir décembre 2022. Donc, en décembre 2022, on avait des chiffres similaires à un trimestre de 20 000. Okay. Donc, on est revenu vraiment en arrière à beaucoup de niveaux. Là. Donc, une croissance moins rapide que ce qui était ça espéré. croît quand même. Mais ça croît quand même, Puis, je pense. si on regarde toutes les ventes face, ça pourrait être pire. Ça pourrait définitivement être mieux si on aurait moins de ventes face, mais étant donné toutes les choses qui nous retiennent, c'est pas trop pire. Ouais. Donc, on va à l'encontre de ce que disent certains journalistes automobiles qui disent que les ventes dégringolent, qu'il ne se vend plus de véhicules électriques. Donc, on voit un ralentissement dans la progression, mais ça progresse quand même. C'est quand même assez intéressant d'avoir tout près d'un 5 % d'augmentation, là. Oui, puis tu sais, on l'avait prédit un peu, hein. Encore une fois, je m'approprie des analyses qui ne sont pas miennes, mais Fred c'est-à-dire Jean-François et toi, Fred, vous aviez quand même, avec le contexte, vous étiez très prudent, puis c'était difficile de s'avancer, mais l'optimisme était assez modéré quand même. Là, déjà, en voyant arriver l'année, on voyait la subvention provinciale qui descendait, puis après ça, quand comme provincial a arrêté en surprise, que fédéral aussi, ben là, c'est certain que on prévoyait plus grand-chose. Et malgré tout, je dirais que c'est peut-être un peu... On pourrait s'attendre à pire que ça, personnellement. Donc, je suis déçu du chiffre, mais étant donné les circonstances, je le comprends, puis ça se comprend aussi. Là, je me dis, justement, je viendrais pour faire l'achat, puis hey, j'ai peut-être un 5 000 qui va m'être remboursé si j'attends un peu. Là. Attendre. Oui, non, c'est normal. Il y a énormément d'éléments qui explique cette situation-là. José,
Donc, souvent, on l'exprime autrement. Là, les gens qui veulent savoir c'est quoi le pourcentage des véhicules qui sont immatriculés, qui sont des véhicules électriques. Ça correspond à quoi, ce 426 000 véhicules électriques-là? Pour tout le 100% électrique, on pourrait penser que l'augmentation était de 4,29 %. Donc, un faible pourcentage qui n'est pas tout électrique. Donc, des hybrides branchables, en fait, là. C'est que le 426 000, ce qu'on considère véhicule électrique dans les analyses, puis Fred, dis-moi si je me trompe, c'est 100% électrique et hybride branchable, mais pas les hybrides, là, parce que là, ça devient mêlant, parce que là, le gouvernement commence à parler que dans l'analyse ou les calculs pour eux voir leur progression, voire même les objectifs qui se fixent, ils veulent intégrer les hybrides tout court. Nous, nos analyses, là, c'est une hybride tout court n'en fait pas partie. C'est une auto qui se branche. Moi pas là-dessus. Là. Si tu n'aurais pas les écouteurs à ses oreilles, tu me verrais de la fumée sortir des oreilles. Là. Non. Les hybrides tout court sont pas là-dessus. Comme l'a déjà dit Daniel Breton, c'est l'équivalent du lecteur DVD. C'est de la vieille technologie, ça n'a plus de valeur aujourd'hui, puis on devrait même plus l'entendre. C'est pas parce que ça fonctionne que c'est là-dessus qu'il faut capitaliser. Exact. Tout à fait. Donc, le 526 000 véhicules électriques. Donc, c'est, si je me fie aux chiffres que vous avez présentés là, 5,77 % des véhicules qui seraient des véhicules immatriculés électriques, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Donc, justement, le 426 000, ça correspond à 5,77 % des véhicules sur la route, ce qui correspond à un peu plus que 1 sur 18 ou un peu moins que 1 sur 17. Donc, à mi-chemin entre 1 sur 18 et 1 sur 17. Donc, en moyenne au Québec, on voit passer 18 ou 17 autos, ils en ont au moins une électrique là-dedans d'habitude. Puis une information que je trouve intéressante que vous avez commencé à faire dernièrement, c'est ça correspond à combien de voitures électriques par jour? Ça, de nouvelles immatriculations. Finalement, on se dit, 19 000, c'est pas tant que ça. Ouais, mais c'est quand même 209 par jour, incluant les fins de semaine et les congés. Ou, tu veux le mettre par heure, c'est quand même 8,7 par heure. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ouais, donc, c'est presque 9 véhicules électriques à toutes les heures qui s'immatriculent au Québec. De plus, qu'on ajoute. C'est ça, exact. Wow. Fait que c'est quand même, malgré les... Justement, il y a tout le temps beaucoup de façons de voir le même chiffre. On peut le regarder, comparé aux autres, mais tu fais juste regarder ça en bout de ligne, c'est quand même pas mauvais. La vision pour j'aimerais dire prévision, là, pour T4. Donc, on est dedans au moment où on enregistre, mais on n'a pas les chiffres. Oui. On s'attend à quoi? Mettons, José, là, on s'attend-tu à ce que ce soit pareil, moins bon, plus bon? En fait, on s'attend à ce que ce soit généralement faible. C'est sûr que là, on sait que le fédéral a bel et bien confirmé qu'il ne réitérerait pas son incitatif. Par contre, les gens voudraient peut-être profiter une dernière fois du rabais provincial, qui est présentement de 4 000 $ qui va diminuer à 2 000 $. Nonobstant, en tout cas, en date d'aujourd'hui, au moment de l'enregistrement, il n'y a pas de changement là-dessus. Donc, il y a peut-être des gens qui pourraient dire, OK, là, on sait que le fédéral ne revient pas, ça fait 4 mois que j'attends, on va y aller, on va profiter du rabais provincial. Fait qu'on va voir la situation, mais c'est un peu... C'est un peu cavalier de faire des suppositions à ce moment-ci. Ouais. Mais justement, parlant du rabais provincial, récemment, au début, j'ai vu un post sur un forum de quelqu'un qui chialait sur j'ai pas eu mon rabais comme que je pensais et tout. Puis, il dit n'importe quoi parce qu'il dit mon prix, il revient trop cher, mais mes options étaient bonnes. Il dit n'importe quoi. Après ça, j'ai vu un article sur Auto 123 passer. Là, je me suis mis à faire des recherches et il y a effectivement eu un changement récemment au niveau du rabais provincial. Le critère du 65 000 $ est encore le même, il n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est qu'il y a certains manufacturiers, parce que la règle était qu'il faut que ça soit sur le groupe motopropulseur. Ouais. Donc, moteur, batterie, les options comme la peinture, siège de cuir, système de son à 2 millions de haut-parleurs, et ainsi de suite, comptaient pas là-dedans. Fait qu'il y a certains manufacturiers qui se gâtaient un peu, là, qui se disaient tout ton groupe motopropulseur vient de base et tout le reste, c'est des options. Ouais, fait que tu avais une auto de base à 49 000, mais avec les options, étaient à 90 000. Dans le genre. Là. Pas tout à fait, mais elle était subventionnable. Exactement. Parce que le modèle de base se qualifiait. Donc, mais depuis le 10 novembre, il y a certains modèles, ça, si vous allez sur le site du gouvernement provincial, du rabais, justement, à rouler vert,
il y a justement, la liste de modèles a été précisée que, ce modèle-là est juste jusqu'au 10 novembre. Lui, jusqu'au 10. Donc, juste pour être certain, si vous venez pour procéder à l'achat dans les quelques mois qui restent. Soyez prudent puis vérifiez. Exact, avec votre vendeur. On sait que Hyundai, Kia sont affectés par ça. Je parlais avec quelqu'un de GM hier qui me disait, non, nous, on a eu la confirmation qu'aucun de nos modèles était touché, probablement parce que leur façon de mettre les options puis les montants était pas de la même façon qu'un autre. J'imagine que c'est les raisons, mais il n'y a pas d'explication. Ça n'a pas été annoncé que ça s'en venait. Ça n'a pas été annoncé que c'était en vigueur. Il n'y a eu aucune explication de données. C'est presque sur la gueule là, que les gens l'ont. Ouais. Tu sais, il y a des gens qui avaient fait des acomptes sur une voiture puis que le prix vient de changer, là. C'est malheureux, mais c'est ça. Donc, soyez très prudents, effectivement, sur cette subvention provinciale-là, dont les règles semblent avoir été changées subtilement, sans trop en parler. Cette table-là, elle a été mise à jour, mais il n'y a rien d'autre ailleurs sur le site qui laisse présager que ça l'a changé. C'est drôlement fait. Ça a l'air un work in progress. C'est comme si on commençait à modifier le site web, mais ils n'ont pas fini, là, genre. Puis de ce que j'ai vu, justement, comme tu disais, il y a Hyundai, Kia, les deux sur leurs gros véhicules, donc EV9, puis Ioniq 9, c'est avec un 9. Il y a aussi plusieurs des modèles de Volvo qui est admissible aux subventions qui semblent avoir été amendés. Il y en a peut-être quelques autres, là, mais c'est les principaux. Mais allez vérifier. Soyez prudents. C'est ce que je veux dire. Donc, si je conclue là-dessus, en termes de prévision, on peut pas trop s'avancer, mais il y a comme une espèce de paradoxe. La baisse de la subvention provinciale qui pourrait inciter les gens à en profiter avant que ça baisse, donc faire un achat d'ici la fin de l'année pour être capable de profiter du 4 000 plutôt que de tomber à 2 000, s'il se qualifie tel qu'on vient de le dire. Et il y a la confirmation du non-retour de la fédérale, où là, il y a peut-être des gens qui attendaient que la subvention en revienne. Et là, paradoxalement, le fait qu'ils sachent qu'il n'y a plus de subvention, ils n'ont plus besoin d'attendre inutilement, puis ils vont peut-être là faire l'achat qu'ils retenaient depuis quelques mois. Et le vent, il y a tout le temps un vent de face, c'est que d'habitude, le 4e trimestre est tout le temps un petit peu plus ralenti. Oui. Fait que, si on a 20 000, selon moi, c'est quand même pas trop pire. Mais on va peut-être avoir mieux aussi. C'est vraiment dur à dire. Ça dépend combien de monde se retenait. Ça dépend d'un paquet de facteurs. Donc, mais je m'attends pas à rien de catastrophique. Je m'attends pas à un miracle non plus. Une autre information, devrais-je dire, qui est toujours très intéressante de regarder, c'est la proportion, et ça prend d'autant plus d'importance parce qu'on entend beaucoup parler que l'hybride ou l'hybride rechargeable va devenir avec c'est comme si le vent de face qu'on reçoit est une confirmation que l'hybride branchable est mieux que l'électrique. Et les gens ont la perception qu'il se vend beaucoup plus d'hybride branchable que de tout électrique. On regarde toujours cette balance-là entre l'hybride branchable et le tout électrique et on se rend compte que plus ça va, plus il y a de tout électrique versus de l'hybride branchable. De mémoire, au dernier trimestre, ça n'avait pas bougé beaucoup. On est rendu où, là, aujourd'hui, au 3e trimestre de 2025, en termes de proportion de tout électrique versus hybride branchable? Je dirais que ça l'a descendu un tout petit peu, un tantinet. Là, le tout électrique a descendu un petit peu au profit de l'hybride branchable. Exactement. Donc, ça veut dire que l'hybride branchable a repris un peu de vitesse. En fait, c'est justement, pour mettre les chiffres, en date d'aujourd'hui, pas en date d'aujourd'hui, mais en date du 30 septembre, sur nos routes, il y avait 70,8% de 100% électrique versus 29,2% d'hybride rechargeable. Alors qu'au trimestre précédent, au lieu de 70,8%, c'était 71,1%. Ça a descendu un tout petit peu. Si on essaie de regarder un peu plus maintenant de façon globale, l'année passée, j'ai été regarder c'est quoi le pourcentage pour chacun des trimestres. Donc, on avait 77,1, 79, 78,3 et le dernier trimestre de 2024, c'était 83,2. Donc, vraiment, le 100% électrique était vraiment encore beaucoup en avant. Depuis cette année, ça a descendu à 76,7, 70,4 et là, c'est 64,8. Donc, on dirait plus on s'éloigne du début de l'année que finalement, il y avait beaucoup de subventions. Puis on s'entend que les véhicules 100% électriques avaient plus de subventions que les hybrides rechargeables. Plus on dirait que les hybrides rechargeables semblent reprendre un petit peu de force. Ouais. Jusqu'où qu'on va se rendre. Puis là, il y a peut-être justement dans ceux qui retenaient leur achat, puis ça, c'est des hypothèses, le futur va nous le dire, mais il y en a peut-être plus qui retenaient leur achat sur un 100% électrique en se disant qu'il y avait plus de chances d'avoir un rabais qu'un hybride rechargeable, ou l'hybride rechargeable, son rabais était plus bas, donc il y a moins de raisons de se retenir de faire son achat. Oui, c'est ça. Donc les deux ensemble fait que peut-être, on peut espérer peut-être un léger rebond
prochain trimestre. Puis après ça, avoir enlevé cet effet-là de on se retient pour un rabais fédéral. OK, excellent. Prochain point, on va commencer à regarder un peu de quelle façon les différents modèles de véhicules ont performé dans le trimestre. Historiquement, ce qu'on fait, puis je pense que c'est la bonne façon de le faire, c'est de regarder le palmarès des voitures les plus immatriculées. Donc, évidemment, on peut regarder globalement sur la route au moment où on se parle, c'est quoi la voiture la plus immatriculée, puis vous regardez toujours aussi dans le trimestre celles qui ont le mieux performé. On commence par quoi, Fred? Comme depuis de nombreuses années, on va être très plate et très répétitif. En première place, la Tesla Model 3. Mais justement, elle avait connu un sommet à un petit peu plus que 30 000 à la fin justement de 2024, début 2025. Et depuis ce temps-là, elle a redescendu premier trimestre, remonté, je me rappelle bien de mémoire, de 2-3 véhicules, 4 véhicules, deuxième trimestre. Et là, elle vient de redescendre de 293 véhicules. Donc, au total, la Model 3 est à la baisse depuis le début de l'année. Il y a plein de facteurs là-dessus, que ce soit justement la disponibilité des exemplaires de véhicules qui est limitée parce qu'ils ont arrêté de les importer à cause des tarifs. Ils se sont fiés sur une certaine inventaire qui avait importé juste avant l'arrivée des tarifs, je devrais dire des contre-tarifs, parce que la Model 3 est soit juste faite en Chine ou en Californie. Ouais. Donc, dans les deux cas, il y a des tarifs. Les moins payés, c'est Californie, mais sont quand même non négligeables. Et soyons honnêtes, au prix qu'elle coûterait, c'est un très bon véhicule, mais à ce prix-là, non. Oui, ça devient moins intéressant. Beaucoup moins intéressant. Et ça paraît parce que les chiffres depuis quelques mois, en fait plusieurs mois, sont vraiment là, une méchante drop là, pour Tesla. Bien sûr, il y a un paquet d'autres facteurs. Oui, il y a un paquet d'autres facteurs, dont, je veux dire, politiques et réputationnels. Là. Mais ça reste que c'est une aussi bonne voiture qu'elle n'est pas moins bonne maintenant qu'elle l'était il y a plusieurs mois ou années. Ce qui a changé, c'est l'image de la marque et de son porte-parole. Et d'un autre côté, le coût qui a grandement changé dû aux surtaxes, évidemment, l'impact des subventions puis des taxes, qui fait que... Et il y a beaucoup de modèles intéressants. Il y a une compétition dans cette gamme de véhicules-là qui n'était pas là avant, il faut se le dire. Oh oui, exact. Donc, elle se fait chauffer aussi là, au niveau de la concurrence. Donc, plusieurs facteurs qui justifient ça. Je le réitère, ça ne veut pas dire que l'auto est moins bonne pour autant. Si vous avez c'est la voiture que vous voyez, que vous voulez, vous avez les moyens de vous la payer, go. Sauf qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont remis en question leur choix dû à ces éléments-là. Ou encore, quelqu'un qui en veut une dans l'usager, justement, vu qu'il y en a beaucoup qui s'en sont départis, il en a dans l'usager et à un prix très raisonnable. Quelqu'un qui veut une auto seconde main, pas cher, très bonne voiture pour le prix qu'elle va être dans l'usager. Ça, c'était la première place. Exactement. Et en deuxième place, sa petite sœur ou son petit frère, qui est un peu plus gros, grand frère, en tout cas, peu importe, la Tesla Model Y, qui a subi des impacts un peu similaires. Donc, il y a eu les mêmes problèmes d'importation des États-Unis avec les tarifs. Et vers la fin du trimestre, du troisième trimestre, justement, on a commencé à recevoir certains exemplaires qui viennent d'Allemagne. Donc, alors là, ni Californie, ni Chine... Donc, on n'est pas avec les mêmes tarifs d'importation. C'est ça. Fait que donc, justement, l'Allemagne, qui est l'Europe, on n'a pas de contre-tarif contre l'Europe. Donc, ça leur a pris un peu de temps, puis c'est normal, là. Il y a toute une chaîne d'approvisionnement parce que déjà là, entre les États-Unis et le Canada, il y a quelques petites différences, mais il y a d'autres différences un peu plus importantes. Par exemple, genre des boutons de ceinture, ou que ce soit telle couleur. Il y a tout un des petits détails ici, là, dans l'auto, qui ont besoin d'être ajustés. Donc, le temps qui pivote toute leur chaîne d'approvisionnement, qui prévoit les temps de production et tout. Donc, là, ils ont fait le pivotage et justement, la modèle Y nous provient d'Allemagne à un prix qui est similaire à ce que c'était avant. Donc, un prix très intéressant, est admissible il y a une version qui est admissible aux subventions. Donc, on va pouvoir avoir une idée peut-être un peu mieux prochain trimestre. Est-ce qu'on va réarriver à des ventes similaires au marché ou on va encore être en deçà du marché? Si c'est encore en deçà du marché, c'est clairement la réputation qui en a pris un coup, qui risque de prendre un temps ou peut-être même jamais s'en remettre. On ne sait pas. Le futur nous le dira. Puis justement, dans ce trimestre-ci, si on regarde les véhicules, nous, on a les numéros d'identification des véhicules. On peut savoir qu'il y en a 503 qui nous viennent de Berlin, alors qu'on a juste eu une augmentation de 260.
Ça veut dire qu'il y en a quand même à peu près la moitié, un 250-ish, qui se sont disparus de nos routes. Donc, ils sont rendus choix dans l'usager. Il y a eu quelques accidents. Il y en a peut-être qui sont sortis de la province, peu importe, mais il y a quand même une certaine exode puis une certaine baisse qui est, je dirais, personnellement, je trouve un peu élevée là, comparé à ce qu'on a dans d'autres modèles. Tout à fait. Donc, les deux Tesla, la Model 3 la Model Y, en première et en deuxième place, ce qui était le cas aussi dans le dernier trimestre. Ouais. On avait la Hyundai Kona qui est arrivée en troisième place. Est-ce qu'elle est toujours en troisième place? Toujours en troisième place et elle continue son petit bonhomme de chemin, même je dirais quasiment plus que son petit bonhomme de chemin. Elle continue à une bonne vitesse. En fait, la Model Y était à 25 900 quelques et la Kona est à 24 500. Donc, elle est rendue elle se rapproche considérablement de la Model Y. Et une croissance beaucoup plus grande, d'ailleurs. Oh, oui. Elle pourrait le dépasser, là. Peut-être pas tout à fait le prochain trimestre, à part si ça serait catastrophique pour la Model Y, ce qui me surprendrait, ou miraculeux pour la Kona, ce qui me surprendrait aussi. Elle fait bien, mais je vois pas pourquoi qu'elle partirait en flèche soudainement. Mais d'ici quelques trimestres, si Tesla ne se réveille pas, oui, effectivement, la Kona va dépasser la Model Y, là. Effectivement. Puis, tu sais, il faut penser aussi que du côté Tesla, on a des avantages aussi au niveau du prix des assurances qui ont passablement augmenté. Certaines personnes ont décidé de soit décommander leur Cybertruck ou même de ne plus avoir de Tesla justement à cause du prix des assurances. Donc, si ça se perpétue dans le temps, bien effectivement, le Kona, qui est un bon véhicule, flexible, puis quand même qui répond à des besoins d'une grande partie de la population, ben, pourrait prendre les devants devant Tesla. C'est quand même aussi dans les pas chers, si on regarde pour le véhicule. Tu sais, justement, il y a certains VUS qui sont plus proches du 65. Lui, il y en a plusieurs versions en bas du 65. Donc, quand même moins cher, format intéressant. Donc, il va chercher bien les cordes, là. En quatrième place, on avait le Mitsubishi Outlander. Est-il toujours là? Pas bougé. Oui, il a bougé. Il a augmenté le nombre de véhicules. Mais toujours en quatrième place. Donc, à date, les 4 premières places, ça n'a pas bougé. Oui, il y a eu très peu de changements, justement. Donc, quatrième place, le Outlander. En cinquième place, notre très célèbre Equinox EV qui continue sa montée et que prochain trimestre va sûrement dépasser le Outlander. Pour que le Outlander fait mal, c'est juste que l'Equinox fait toujours c'est lui qui a la meilleure progression depuis longtemps, puis il continue son air d'aller qui est pas arrêtable. D'ailleurs, si vous allez sur le site de l'AVEC là, pour voir les tableaux, les graphiques, là, on peut pas monter dans un podcast audio, on peut pas vous montrer des graphiques, bien entendu, mais il y a un graphique qui montre la progression, puis on voit très bien, je me rappelle, il y a quelques années, on regardait la progression de la Tesla Model 3, puis on se disait, c'est phénoménal. Mais là, quand tu regardes celle de l'Equinox, tu dis, OK, elle tire bien son épingle du jeu. Mais la nuance que j'apporterais, c'est que n'oubliez pas que Tesla faisait ces chiffres-là avec 2 points de vente à l'époque là, au Québec, là, dans ces 2-3 points de vente, alors que l'Equinox est vendu chez des dizaines et des dizaines de concessionnaires. Mais il y a eu aussi plusieurs autres facteurs. Tesla, la Model 3, au début, quand ils commençaient, là, c'est leur premier auto qui faisait vraiment en gros volume. Fait que, il fallait qu'ils se fassent les dents. Ça a été long, ça a parti tranquillement pas vite, puis ça a augmenté graduellement. Alors qu'on s'entend, GM fait quelques années qu'ils font des autos. Oui. Donc, dès qu'ils ont eu fini de résoudre puis qu'ils étaient prêts, il n'y a pas eu besoin de changer de vitesse. C'est un auto électrique. Ils sont en allés directement à l'accélérateur, puis dans le tapis, puis ça a décollé. Et on l'a vu dans nos chiffres. Et ça paraît, ouais. Tantôt, on disait, on peut pas illustrer dans un podcast, là, mais je dirais à n'importe qui, imaginez-vous une ligne verticale, puis vous êtes pas loin. Ouais. Oui, exactement. La pente est grande. Ouais, je voudrais pas être obligé de la monter non, à la marche. Exactement. Donc, on a nos 5 premières places. Peut-être, Fred, nous descendre un peu plus rapidement là, les autres positions, mais quand même pour illustrer les petits changements. Justement, là, on arrive dans la zone qui a des changements, justement. Donc, il y a eu la Toyota Prius hybride branchable et la RAV4 hybride branchable, autrefois appelée Prime, les deux. Les deux ont monté d'une position. Finalement, les deux ont devancé la Ioniq 5. Donc, finalement, les deux Toyota sont en position 6-7. La Ioniq 5 est maintenant rendue en position 8. Justement, la Ioniq 5 qui a fait un trimestre relativement ralenti avec 69. Mon hypothèse, puis on va pouvoir le voir au prochain trimestre, c'est que justement, des fois, il y a des creux entre les années modèles. Mais justement, il n'y a toujours pas de 2026 dans nos chiffres.
et ce qui est annoncé sur le site de Hyundai, c'est les 2026. Donc, j'ai l'impression qu'on est entre le moment que les 2025 finissaient de se produire, que les 2026 arrivaient. Fait que ça devrait... Moi, je m'inquiète pas trop. Toujours un très bon véhicule. J'ai pas rien entendu parler contre le PDG de Hyundai. Ça devrait continuer. Là. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Puis après ça, on a la Chevrolet Bolt EV qui se vend plus, qui reste à peu près stable dans ses positions, mais qui a quand même augmenté de 40. Justement, des fois, on parlait de véhicules qui disparaissent, qui s'en vont sur l'usager. Ben, des fois, ils reviennent. Donc, justement, cette augmentation-là de 40, c'était des Bolt qui avaient probablement été vendus l'année passée, justement, quand il y a plein de monde qui voulait s'acheter, bénéficier du rabais au complet. Ouais, puis ou switcher pour l'Equinox. Ouais, ça faisait partie ça. L'Equinox devait être un choix parce qu'il restait dans la famille Chevrolet, justement. Donc, ils reviennent tranquillement pas vite. Justement, en fait, la Bolt, on voit qu'elle revient tranquillement pas vite. La Bolt EUV aussi. Il y en a plusieurs de même qu'on voit qu'il y avait eu une baisse soudaine que là, ils reviennent tranquillement pas vite. Là. OK. On est rendu donc à la 9e place à Chevrolet Bolt. En 10e place. On a la Ford Mustang Mach-E et la Volkswagen ID4. Les deux qui se mènent un combat depuis... En fait, j'ai regardé les chiffres, je dirais, depuis à peu près le 30 juin 2024. Il y en a une qui dépasse l'autre, qui arrive sur le ballon. On dirait donc les deux, là, ils font une belle course, là, puis ils se talonnent tout le temps, les deux. Donc, justement, on est rendu à 14 107 pour la Mach-E, puis 13 369 pour la ID4. Et ensuite, en 12e position, je vais la laisser à Josée. Elle l'aime, celle-là. Donc, en 12e position, la Nissan Leaf. Donc, on sait que la Nissan Leaf 2026, 3e année modèle, va arriver. On a eu la chance, là, durant les 2 derniers salons, de pouvoir en faire l'essai. Je suis moi-même propriétaire d'une Nissan Leaf. Donc, je pense que les gens sont très friands de la nouveauté. Par rapport au look, mais aussi au fait qu'on aura une plus grande autonomie, donc ce qui va la rendre plus compétitive. Bon, là, c'est sûr que on est en fin d'année modèle 2025, il y en avait qui traînaient dans les cours, alors que les 2026 arrivent là présentement. Donc, on pourra voir peut-être là, au prochain trimestre, là, voir qu'est-ce que ça donne avec quelques propriétaires qui n'auront pas possiblement pris possession de leur véhicule. Oui, changer de la 2025 pour la 2026. Donc, les chiffres donc, qu'on a, c'est aller jusqu'à 2025, évidemment. Un léger recul, je pense. De moins 44. Mais justement, il y en a plus qui se vendent, il y en a des fois qui disparaissent. Puis on s'entend, les livres, il y en a des très vieilles là-dedans qui prennent peut-être leur retraite bien méritée. Des livres 2011. 2011-2012, donc ils n'ont plus que... C'est quoi, c'est rendu 15-16 ans? Oui, 15 ans. C'est un bon 15-16 pas jeune. Ouais. Donc, il y en a peut-être parmi eux autres qui prennent leur retraite tranquillement pas vite. Mais aussi, probablement bon de mentionner pour la nouvelle Leaf, dans ses points intéressants, pas cher. À un prix très abordable. Tout le monde qui chialait de la non-thermorégulation, maintenant, la Leaf est thermorégulée. Donc, on peut réchauffer la batterie, elle peut être refroidie, et ainsi de suite. Donc, on risque pas de... Justement, avant, des fois, tout dépendant des versions, plein de facteurs, ça pouvait être sportif de partir de Montréal puis de se rendre à Gaspé parce qu'à la fin, la recharge rapide était de moins en moins vite. Ça devrait être beaucoup moins vrai avec les nouvelles. Donc, elle a été modernisée. C'est une modernisation qui était due. Mais là, elle est arrivée, puis elle a même le port, pareil comme la plupart des nouveaux modèles d'ailleurs, elle a maintenant le port de recharge NACS. Oui, donc l'abandon, au-delà du NACS, l'abandon du CHAdeMO est déjà une bonne chose parce que Nissan était l'un des derniers bastions où se cachait le CHAdeMO. Là, je dirais, il va probablement juste rester l'Outlander. Oui, effectivement. Puis ça va probablement changer aussi. Là, je peux pas croire. Là. Il y a un moment donné, ne serait-ce que pour s'approvisionner. Je serais porté à dire qu'ils vont peut-être l'enlever. Parce que c'est quand même un hybride rechargeable. Le besoin est un peu moins là. Je dirais ça, c'est plus un héritage du Japon. Parce qu'au Japon, le CHAdeMO est très populaire. Donc, c'est étrangement, on voit que c'est les compagnies japonaises qui les poussent. Donc, tout à fait. Donc, la Nissan Leaf en 12e position. En 13e, tu nous as parlé un peu tantôt parce que tu as parlé de la Bolt EV, mais il y a la EUV qu'on considère là, qui est un modèle, entre guillemets, différent. Elle est en 13e position. C'est ça, avec la Volt. Après ça, on a le Ford Escape hybride rechargeable. Peut-être un digne de mention, peut-être un peu plus en détail, le Ford F-150 Lightning, qui continue à monter, justement. Il est passé de la 18e à la 16e position. En gros, c'est qu'il y a des ventes surprenantes. Oui, les ventes sont super bonnes pour ce véhicule-là. Augmentation des immatriculations. Ça doit être à cause des ventes avec des chiffres de même. Là. On parle d'un 1330 d'augmentation.
Donc, c'est Quand même. super, on a hâte de voir le futur. Peut-être pas. Ouais. Parce que là, Ford, il y a peut-être maintenant 2 mois, Ford, puis j'ai pas une nouvelle qui ont recommencé, ils ont arrêté la production du Lightning à cause d'un incendie au niveau de leur producteur d'aluminium. Au niveau je sais pas si on dit une usine d'aluminium, un plant de fabrication. En tout cas, où est-ce qu'ils fabriquent l'aluminium pour une aluminerie. Ford? Aluminerie, merci. Ouais. C'est ça. Donc, où est-ce qu'ils fabriquent l'aluminium pour Ford? Ils ont eu des incendies, donc ils ont dû diminuer leur volume de production. Ford ont fait une décision stratégique. Tout électromobiliste dans l'âme va trouver mauvaise et tout administrateur de grosse business trouve bonne. Ils ont décidé de sacrifier celui qui avait le moins de chiffre d'affaires et prenait le plus d'aluminium. Donc, ils ont sacrifié le Lightning au profit des autres F-150 un peu plus gros calibre et gros vendeurs avec plus grosse marge de profit. Ensuite, pour compléter le top 20, on vient de parler du Ford F-150 Lightning qui est en 16e position. Si on y va de 17 à 20. Je dirais le Niro EV, Toyota BZ4X, que d'ailleurs, soyez pas surpris, on va se mettre à appeler bientôt BZ parce que c'est le seul modèle que Toyota va pas encore renommer. Il fallait qu'il le renomme. Suivi du Kia EV6 et en dernière position pour clore le top 20, le Jeep Wrangler. Puis peut-être, justement, pendant qu'on est dans les modèles, je dirais là, on y allait sur le top, si on veut, le cumulatif sur nos routes. Vraiment du meilleur, celui qui n'avait le plus accumulé à celui, le 20e qui n'avait, justement, juste pour donner une ordre d'idée, la Model 3, on est à presque 30 000 et le Jeep Wrangler, on est à 6 600. Ouais. Donc, ça donne une idée, justement, c'est quoi la marge dans ce top 20-là. Entre le premier et le 20e, là, ouais. Probablement à, je pense, à peine un peu plus que... Non, justement, à 889, donc on est quand même très loin. Mais c'est la Cadillac Optique qui fait quand même une très bonne progression. En fait, justement, ça fait 2 trimestres qu'on parle, c'est Cadillac. De voir Cadillac dans un top 20 de progression. Dernier trimestre est en 16e position de la progression. Ça fait longtemps que c'est pas arrivé à Cadillac. Puis même à la base, c'est surprenant de voir... Encore là, c'est pas pour dire une marque plus que l'autre, mais c'est une marque de luxe. De voir une marque de luxe dans les top 20, c'est tout le temps quelque chose d'intéressant à voir. Peut-être une chose qui les a aidés, justement, c'est que pendant un bout de temps, justement, je pense qu'ils ont fini d'écouler les fins 2025 pour faire rentrer les 2026, puis il y avait très bonnes offres de location et tout, fait que ça a dû aider, mais c'est quand même intéressant de voir Cadillac là, qui commence à se faire une place avec des progressions intéressantes. Mais donc, ils ont plusieurs modèles aussi. On finit par les mêler parce que les noms se ressemblent tous à optique, vistique, lyrique. Puis c'est tous des VUS, c'est juste la grosseur qui change un peu. Fait que j'avoue, ça peut être mélangeant. Il y a l'Escalade IQ, justement, qui lui a un nom très différent, qui est très gros et très cher, que lui est plus facile à distinguer. Mais sinon, j'avoue, les autres, je pense j'ai mélange tout le temps. Justement, c'est pour ça que je l'ai décrit, la optique, je sais que c'est elle. Pendant qu'on parle de nouveaux modèles, puis qu'on regarde un peu où se situe Fred, moi, il y a certains modèles pour lesquels je suis curieux d'avoir des nouvelles. Le premier, je te dirais, c'est la Ioniq 9. Donc, on sait que la Ioniq 9 est arrivée. De quelle façon elle s'est positionnée? Justement, tout de suite, justement, la première position des nouveaux modèles, la meilleure, c'est la optique. Immédiatement en dessous, on a la Ioniq 9. Donc, c'était 889 pour l'optique, 305 pour la Ioniq 9, mais c'est 305 en 6 mois. Donc, tout dépendant comment que la progression se continue pour la Ioniq 9, on pourrait se ramasser à des chiffres peut-être un peu similaires. Après ça, on a une liste de nouveaux modèles. Là, on peut descendre très longtemps. Il y en a qui m'intéressent plus particulièrement. Le Dodge Charger Daytona, qui est un muscle car, mais électrique. Là, pour les éditeurs, là, c'est le modèle de véhicule électrique pour lequel il y a des haut-parleurs à l'extérieur puis qui simulent des bruits de moteur de char. Et aussi fort que peut l'être ce moteur à essence. C'est assez surprenant. D'ailleurs, je donnais une conférence à un salon de l'auto il y a quelques semaines, puis il y en avait une là, qui se faisait rincer. Puis là, je disais aux gens, c'est une voiture électrique. Puis là, tout le monde est parti à rire pensant que je faisais une blague. Là, vous pensez que je blague, là? C'est vraiment une voiture électrique. Puis là, allez la voir, après vous allez voir. Donc, si on revient à nos moutons, la Charger Daytona, c'est ce qui s'en est vendu un peu? Qu'est-ce que ça a eu de l'air? Oui, je dirais justement 266. Donc, 266 en 12 mois. Ça pourrait être mieux, ça pourrait être pire. C'est pas catastrophique, mais j'ai l'impression que Dodge s'attendait à un meilleur départ que ça. D'ailleurs, je pense qu'aux États-Unis, surtout aux États-Unis, ils ont un climat encore moins favorable que nous pour les autos électriques. Là. Ils ont tiré une coupe de plug, il n'y a plus les mêmes versions disponibles, puis ils ont ralenti un peu la machine à ce niveau-là. Et d'ailleurs, c'était
c'est une des rares autos électriques qui est assemblée ici au Canada, en Ontario. Ouais. En fait, il y en avait d'autres qui ont été annoncés d'être arrêtés. Mais donc, c'est ça. Donc, le Charger Daytona était assemblé en Ontario. Mais je dirais, dans les salons, justement, tu y étais un peu plus souvent que moi dans les derniers salons. José, je ne sais pas si tu as remarqué, mais moi, ce que j'ai cru remarquer, c'est qu'elle semblait être très populaire dans les essais. Oui. J'ai l'impression que ça fait partie des autos que le monde veut essayer, mais qu'ils achèteront peut-être pas, malheureusement. Ben, en fait, on fait face là, souvent à un type de clientèle dans les salons. Donc, je ne dirais pas d'âge ici, mais il y a un certain type de clientèle qui ont grandi avec ça. L'idée d'avoir un muscle car, c'était comme la réussite. Et là, ces gens-là sont curieux de voir s'ils s'y retrouvent. Donc, la signature visuelle est très intéressante. Très belle. Même chose au niveau quand on est à l'intérieur, tout ça. La conduite, ça peut être surprenant, mais les gens ressortent le sourire aux lèvres, tout contents, puis ils se disent, ben finalement, ça serait peut-être bien d'avoir un véhicule électrique. Ça ouvre les perspectives, là. Donc, c'est vraiment super intéressant de voir les clients là, quand ils essaient cette voiture-là. Ouais. C'est toujours, je trouve, c'est un peu, tu sais, dans le fond, Ford avec la Mustang avait un peu le même dilemme. Quand tu t'attaques une catégorie de véhicules qui est pas la clientèle typique de la voiture électrique, là, les gens qui aiment les muscle cars, c'est pas de façon automatique les gens qui trippent ces autos électriques. T'as une espèce de défi, tu sais, c'est-à-dire que c'est une lame à double tranchant, tu veux te rapprocher le plus possible du muscle car pour venir les chercher, mais en même temps, je veux dire, c'est un muscle car électrique, là, c'est autre chose. L'autre possibilité, c'est de dire, et c'est un peu ce que ce qu'on a fait à Ford avec la Mustang, là, c'est de dire, ouais, c'est une Mustang, mais pas tant que ça, finalement, tu sais. Puis les gens qui regardent disent, ouais, elle n'a de Mustang que le nom et quelques petites caractéristiques physiques, mais... Les lumières en arrière et le logo de cheval. Ouais, parce que le reste, c'est pas une Mustang, mais à ce moment-là, tu t'intéresses des gens qui sont pas nécessairement des amateurs de Mustang qui peuvent aimer ce look-là. Puis tu vas voir les amateurs purs et durs de Mustang qui vont dire, ouais, ben non, c'est pas une Mustang. Ça aurait pu m'intéresser si ça avait eu l'air d'une Mustang, mais ça passe à l'air d'une Mustang. Je pense que la Dodge Charger, ben là, on a mis all-in sur le look muscle car. Quand tu regardes, là, si personne te l'explique, là, puis que tu remarques pas qu'elle fait pas de bruit, ben elle peut faire du bruit, je l'ai dit, il y a des haut-parleurs, là, mais ça a l'air d'un vrai muscle car. Là. C'est à s'y méprendre, donc je pense que ça peut venir chercher... Elle a gardé vraiment le look Dodge Charger. Ouais, tout à fait. Justement, à ta voix, tu sais que c'est une Charger, tu le sais tout de suite. Puis justement, je dirais Dodge, ils ont été plus, entre guillemets, traditionnels, de vraiment garder le même public, garder la même... Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour prendre la Charger à essence, la ramener électrique. Ouais. Alors que Ford, ils ont décidé de... Ils ont fait un très bon véhicule avec la Mustang Mach-E, mais c'est ça, c'est que c'est plus une Mustang. Ouais. C'est ça que tout le monde disait, ouais, c'est pas une Mustang. Ouais. Ouais, mais vois-tu, fait que Mustang, ils ont perdu il y a des amateurs de Mustang depuis toujours qui n'ont pas embarqué à cause de ça, mais ils sont allés chercher d'autres mondes qui ne seraient pas allés chercher autrement, alors que Dodge, eux, c'est le contraire. Ils ont des gens, des amateurs de Charger qui font comme, oh, c'est un Charger, mais puisque c'est pas une clientèle typique d'électrique, ils vont dire, ils vont lever le nez sans même l'avoir essayé. Je pense que le défi pour la Dodge Charger, c'est d'asseoir du monde dedans, de les faire triper un peu au volant pour qu'ils perdent un peu cette espèce d'idée préconçue-là parce qu'ils sont pas d'emblée toujours ouverts là, à ce genre de véhicule-là. Écoutez, le temps file, fait que la dernière pour laquelle j'aimerais que tu me donnes l'information, la ID Buzz, le départ n'était pas fulgurant. Est-ce qu'on reste avec des chiffres un peu mi-figue, mi-raisin? Je sais pas laquelle des deux qui est le mieux, la figue ou le raisin, ou qui est la pire, mais en tout cas... on descend encore d'une coche. Là. On est rendu à 114 pour la ID Buzz dans le même 12 mois que la Dodge Charger, justement. Donc, 114 versus 266, on peut dire du simple au double. Là. Même un peu plus que la moitié du... Fait, mais, justement, un peu comme la Charger, je ne m'attends pas à ce que ça devienne un véhicule populaire, mettons, comme une Tesla Model 3. Tu sais, justement, ça ne sera jamais un véhicule populaire en nombre ces routes, même affaire pour l'ID Buzz, surtout pas au prix calé. C'est un très bon véhicule. J'ai rencontré quelques personnes qui l'avaient, je leur ai parlé, ils l'adorent. Mais avec le prix, le marché un peu plus ciblé et tout, le look très polarisant un peu aussi, que plusieurs aiment, mais qu'on s'entend, c'est très distinctif. Ouais. Il y en a beaucoup qui aiment se fondre dans la masse. Donc, c'est... Non, ça... Ouais, c'est trop... Avant qu'on change de catégorie puis qu'on aille parler des autres catégories, en fait, des autres catégories que des voitures,
Peut-être rapidement, Fred, nous tracer des grandes lignes là, de ce qui ressort, de certains phénomènes peut-être intéressants à remarquer dans le trimestre. Je dirais, au niveau phénomène intéressant, puis relié au nouveau modèle, je dirais que c'est intéressant et triste un peu en même temps. Il n'y a pas de nouveau modèle ce mois-ci. Tous les nouveaux modèles qu'on a, c'est des nouveaux modèles depuis la dernière année. On n'a pas de nouveau modèle du trimestre. Donc, il n'y a pas eu de ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé. Là. On est quand même rendu avec entre 20 et 30 nouveaux modèles. On avait un peu plus que ça, parce qu'il y en a qui sont sortis, parce que ça faisait maintenant plus que 12 mois. Et vite de même, il y a la nouvelle livre qu'on sait qui arrive, mais de nouveaux modèles. Il n'y a pas grand-chose de nouveau, effectivement. Donc, il y a les Kia EV4 ou EV5, je ne sais plus c'est quel des deux qui est censé arriver en premier, mais je pense que ce n'est pas ce trimestre-ci, ça va probablement être le prochain. Il y en a quelques-uns qui vont arriver, mais on dirait que ça le ralentit. On ressent, une fois qu'on parlait de vent de face, on a un vent de face aussi sur toute l'arrivée des nouveaux modèles. Il y en a certains qui se disent on oublie l'Amérique du Nord. Il y en a d'autres qui disent ouais, on va juste oublier les États-Unis, puis on continue à envoyer au Canada. Mais c'est certain que ça ne nous aide pas. Je pense que les États-Unis nous font mal là-dedans. Ben honnêtement, parce que le gros marché, je veux dire, le Québec, on est le fun, là, mais je veux dire, quand on regarde ce qu'on représente comme volume à côté de l'Amérique, là, des États-Unis, en fait, pour un manufacturier étranger, s'il se dit 80% de ce que j'exporte, c'est aux États-Unis, puis je peux plus l'exporter parce que je peux, mais il y a des tarifs qui n'ont pas de bon sens, Puis il y a les lois zéro émission qu'on dirait qu'ils ont des problèmes d'émail sur leurs dents, puis qu'on dirait qu'ils perdent du mordant. Fait que tout ça ensemble fait qu'il y a certains manufacturiers qui vont peut-être relâcher un peu la pédale et empêcher certains modèles nouveaux d'arriver malheureusement. D'autres observations? Oui, c'est ça. Si on y va dans le... Bon, on peut... Je dirais, il y a la Pacifica qui était là depuis de nombreuses années. Qui semble avoir ralenti. Elle avait une bonne progression depuis plusieurs années, puis là, on voit que la progression ralentit, pas tout à fait arrêtée, mais pas loin. Similaire pour le Jeep Wrangler. C'est ça. C'est des véhicules qui sont là depuis plusieurs années, c'est des hybrides rechargeables. Donc, autant il y en a qui disaient que les hybrides rechargeables, c'était la nouvelle mode. C'est pas tous. Il y en a certains que oui, ils vont bien. Il y en a d'autres que non, ils vont moins bien. Finalement, un peu comme pour les 100% électriques. Il y a des modèles qui vieillissent, peu importe les raisons, il y en a qui ralentissent. Dans les autres phénomènes intéressants, mettons, on regarde dans la famille Hyundai, la Ioniq 6 vient de prendre la 3e place de la famille Hyundai. Donc, elle vient de devancer la première Ioniq, la Ioniq, que certains appellent la Ioniq classique. Officiellement, elle s'appelait la Ioniq électrique. Donc, maintenant, justement, la Ioniq 6, il y en a 4300 sur nos routes avec 3800 Ioniq électriques. Et un peu similaire du côté Kia, la EV9 vient de prendre la 3e place et devancer la Kia Soul, qui, elle non plus, se vend plus. Donc, la EV9, justement, il y en a 4018 sur nos routes avec 3528 Kia Soul. Quand même intéressant de voir, justement, la EV9 est là depuis quand même moins longtemps que la Ioniq 6. Il y en a à peu près quand même le même nombre. Ouais, c'est un beau Donc, on succès, voit que le ça. gros format de véhicule l'emporte encore sur le petit format. La familiale, la vraie camionnette familiale, 100% électrique et non pas hybride branchable, c'est un besoin qui était là depuis longtemps. Puis je pense que la EV9 est venue... Maintenant, il y a la Ioniq 9 qui arrive. Qui vient d'arriver, oui, tout à fait. Maintenant, juste pour terminer, on a parlé beaucoup des modèles de véhicules, mais on fait toujours une espèce de... On change notre prisme d'endroit là, pour le regarder d'une façon différente et on le regarde par marque, par grande marque. José, peut-être, qu'est-ce que ça donne au niveau des marques en termes de positionnement? Tout à l'heure, quand on regardait le tableau des 20 modèles les plus immatriculés, il faut se rappeler qu'on est dans des chiffres d'immatriculation, pas des chiffres de vente. Donc, on remarquait que Chevrolet renforce sa première position, c'est-à-dire que de plus en plus, Chevrolet a une progression constante alors que Tesla, ça ralentit. Donc, ça, c'est intéressant. Au niveau de Hyundai, on se rapproche de plus en plus de Tesla aussi, donc qui pourrait faire en sorte que finalement, on se retrouverait en 3e position. Pour la Tesla, la Tesla pourrait se ramasser en 3e position de marque la plus populaire. Donc, Chevrolet, juste l'Equinox, le seul fait une grosse partie du travail, là, on s'entend. Oui, justement, on voit que Chevrolet, ça a augmenté de 2300. C'était 1900 juste pour l'Equinox. Fait que c'est une très grosse partie du travail. Tout à fait. Puis, il y a Mazda aussi qui résiste, là, qui est loin dans les positionnements. La marque Mazda, puis il y a quoi de Mazda? Il y a l'hybride branchable à peu près là, qui reste. Là.
Puis elle se positionne où actuellement, Mazda? Est quoi, 14e position, ça? Exactement. Puis peut-être qu'il pourrait finir par rattraper Audi, BMW, Jeep. Mais tu sais, il faut aussi penser que Mazda, c'est pas nécessairement dans leur vision première de développer l'électrique. Ils ont de la difficulté à suivre le peloton. Puis même moi, ce que j'ai remarqué dans le tableau des modèles tout à l'heure, c'est l'absence. Tu sais, on parle de Chevrolet. Vous n'avez pas parlé du Blazer parce qu'on le voit pas. Mais quand même, Blazer vient aussi là, un petit peu contribuer à renforcer la marque de Chevrolet. Donc, voilà. Ouais. Puis la nouvelle Bolt, quand elle va arriver, risque de donner un autre... Quand est-ce qu'elle est censée arriver, elle, justement? C'est-tu... c'est en 2026, mais quand exactement? Là, j'ai entendu parler que les usines commençaient. Fait qu'on peut s'attendre à l'avoir probablement début 2026. Ouais, ça pourrait aller assez vite, effectivement. Ouais, j'ai bien hâte... On va mettre, comme on dit, on va mettre un homme là-dessus parce que dès que ça va commencer à sortir, on va en avoir une pour l'essayer, puis 2, on va être capable d'en parler adéquatement pour nos auditeurs. Parlons d'autre chose que de voitures. Ils s'immatriculent d'autres choses d'électrique que des voitures normales. Allons-y avec les motos, Fred. Les motos, il y a pas eu vraiment de nouveaux modèles. En revanche, il y a le phénomène Can-Am qu'on peut dire qui continue à prendre de l'ampleur. Donc, Can-Am qui est arrivé avec la Origin et la Pulse relativement récemment. Justement, en fait, ça fait même pas 1 an qu'ils sont là. Et les deux sont déjà rendus les 2 motos les plus populaires sur nos routes. OK, donc, ça va vite. Puis justement, ils déplacent tous les modèles de zéro qui sont là depuis plusieurs années. Les les Livewire, anciennement Harley Davidson, mais qui est rendu une nouvelle marque Livewire avec plusieurs modèles. Donc, ils devancent tous ceux-là. En revanche, on va garder un petit bémol. Je ne sais pas exactement à qui appartiennent les immatriculations. Parce qu'en tous les deux ensemble, il y en a 101 sur nos routes. Là-dessus, il y en a 86 à Valcourt. Et Can-Am, c'est BRP. BRP, c'est Bombardier. Bombardier fabrique. Ouais, c'est ça. Je sais pas si ces motos-là sont fabriquées à Valcourt, mais c'est définitivement le genre de produit qu'ils fabriquent. Ouais. Donc, ça se pourrait qu'il y en a certaines qui sont... Mais quand même, c'est bon d'en voir. Ils commencent à en avoir ailleurs. Puis, si ça peut continuer, tant mieux. Scooter, il n'y avait rien de spécial. Je pense que c'était... Ça l'augmente tranquillement pas vite. Il y a des... Je dirais pas des milliers, mais je serais pas surpris qu'il y ait une centaine de modèles au total. Il y a des tonnes de modèles avec peu de véhicules de chaque modèle. Mais ça augmente tranquillement pas vite. Rapidement, les autobus. Les autobus, je suis un peu content de voir que la Lion-C revient. Donc, la Lion-C qui avait... On sait toute l'aventure. On sait tous. Plusieurs ont entendu parler des mésaventures de Lyon. Pas que leur produit n'était pas bon, mais la compagnie a eu de la misère. Ils ont fait faillite. Là, ça leur repart au Québec. Donc, il y a eu un trimestre que c'était à peu près stable avec une légère descente. Et là, ça repart, ça réaugmente de 34. Donc, ils sont encore loin en avant avec 1235 autobus jaunes sur nos routes. Ça, c'est les jaunes à pare-choc bleu. Ouais. Donc, ça l'a réaugmenté de 34. Et avec une augmentation similaire en plus petit nombre, il y a la Bluebird Vision, qui a aussi une augmentation de 34. Eux autres sont arrivés plus tard. Puis, il y en a maintenant 392 sur nos routes. Puis, il y a certaines personnes qui risquent de peut-être avoir maintenant un peu peur de Lyon. Fait qu'on va voir comment ça va évoluer, mais il va falloir Il y a également eu des changements au niveau des obligations d'acheter des autobus électriques. Là, c'est une obligation avant, ça ne l'est plus maintenant. Donc, ça pourrait jouer dans la balance, là, mais quand même à suivre. Puis c'est jamais mauvais qu'il y ait aussi de la concurrence, là, que Bluebird prenne la place. Je pense qu'au final, c'est bon. Camion lourd, est-ce qu'il y a des choses particulières à indiquer? Où il y a quelques nouveaux modèles. Rappelons, Fred, que le programme éco-camionnage n'est toujours pas de retour au moment où on se parle, ce qui fait que ce que tu présentes là, c'est des véhicules qui coûtent assez cher sans la subvention éco-camionnage. Donc, les chiffres ne doivent pas être grands, mais c'est normal. C'est quand même pas mauvais, en fait. Là, tu me parles de chiffres grands vite. Camions lourds, il y en a 143 nouveaux. On parle quand même d'une augmentation de 14,30 %. Ce qui est mieux que les autos normales. Ouais. Donc, même, hein? Malgré qu'ils n'ont pas de subvention. Fait qu'il faut croire que quand il y a un cas d'affaires, business case, pas sûr de la traduction, mais si
si les finances sont là, si l'argent peut se faire puis que c'est rentable, ils vont l'acheter. On s'entend qu'ils ne peuvent pas nécessairement remplacer tous les cas d'utilisation d'un véhicule à essence encore, tout dépendant des modèles, mais il y a plusieurs modèles pour le moment qui ont des prix intéressants, qui peuvent être rentabilisés dans un délai raisonnable. Plus, je pense que le programme éco-camionnage n'est pas là, mais ça doit être admissible. Sont-ils admissibles? Je ne sais pas si tu sais, sont admissibles à l'amortissement accéléré? Oui. Ça doit aussi beaucoup aider au niveau finance pour ce genre de camions-là, qui, on s'entend, sont souvent utilisés vraiment exclusivement pour les affaires. Oui, tout à fait. Donc, sont pas dans une zone grise, sont faciles à faire rentrer dans cette catégorie-là. Donc, vite, dans les nouveaux arrivés, il y a le Battle Motors LET2, qui est finalement un véhicule un camion de vidange. En bon québécois. Ouais. Le Isuzu NRR, il y en avait un du Battle Motors. Le Isuzu NRR qui en a 3, ça c'est un camion classe 5. Et il y a un autre arrivé sur nos routes qui, mine de rien, il arrive avec un coup de tonnerre, le Vicinity Motor VMC 1200. Ouais, ça c'est un petit classe 3, là. C'est un tout petit... Ouais, mais il arrive avec 10 et mine de rien, 10 véhicules en arrivant, ça le fait déjà passer à 8e place. Non, c'est quand même. C'est là qu'on voit que les chiffres sont plus bas dans cette catégorie-là, mais s'ils continuent de même, ça pourrait donner quelque chose d'intéressant. Faut noter qu'il y en a peut-être quelques-uns là-dedans, un peu d'ailleurs, comme je parlais pour les Can-Am. Il y en a peut-être quelques-uns qui sont chez le concessionnaire, celui qui les vend et tout ça. Tout à fait, donc, peut-être que ça a augmenté un peu vite au début, mais c'est quand même mieux que d'autres qui ne semblent pas avoir ce phénomène-là. Il y a un Green Power Passenger Van avec ça, c'est un genre de van jusqu'à 19 passagers dedans. Bon, mais il rentre quand même dans cette catégorie-là, étant donné le poids du véhicule, sa capacité de cargaison et tout. Et les deux champions qui ne sont pas nouveaux, c'est le Chevrolet Bright Drop 600 et le Bright Drop 400. 2 véhicules discontinués. Ouais, c'est ça. Ça allait trop bien. C'était les meilleurs de loin en avant tout le monde. Ouais, je parlais avec une entreprise il y a 2 semaines, là, puis ils utilisent le Bright Drop, c'est leur véhicule de prédilection. Ils sont 100% électriques. Leur modèle d'affaires est basé là-dessus. Là, ils sont complètement désemparés parce qu'il n'y a aucun modèle qui existe qui a les mêmes caractéristiques d'autonomie, d'espace, de poids pour répondre à leurs besoins bien précis. Là, ils sont à la recherche d'une alternative. Le 400, je dirais, il y a peut-être quasiment le véhicule de Rivian qui pourrait peut-être s'approcher un peu du 400. Oui, mais les autres, c'est les plus gros, c'est les 600. Ah, ben là, sont un peu faites. Ouais. OK. Ça, honnêtement, quand j'ai entendu cette nouvelle-là, justement, leurs chiffres vont bien, mais aussi, j'en vois plein ces routes. Fait qu'ils sont populaires, puis c'est ça. Oui. Rapidement, pour conclure là-dessus, Fred, le véhicule basse vitesse, il y en a juste un modèle? Oui, ben, il y a des petites hausses, des petites basses, mais il y a un seul modèle qui se démarque vraiment, c'est le Maxward Max EV. Dont tu faisais la publicité pendant bout de temps d'ailleurs sur ton podcast. Oui. Qui continue ta pub a dû bien marcher, mais il continue à bien rouler. Oui, tout à fait. Ses ventes augmentent graduellement. Avant de clore, je vais peut-être juste donner le micro à José pour nous parler des motoneiges. Je sais que tu es une experte de la motoneige. Quoi qu'il n'y a pas beaucoup il n'y a pas grand changement au niveau de la motoneige, hein? Non, il n'y a pas grand changement. En fait, il n'y a pas eu beaucoup de ventes de plus. Là. On a vu que un peu du côté Taiga puis Bombardier. En fait, je trouve que c'est l'angle de l'industrie qui aura le plus grand défi parce qu'on est en saison hivernale constamment. Donc, la Taiga qui a 100 km d'autonomie, Bombardier qui en ont 50, une journée de motoneige normale. Là, juste quand 50, la Bombardier? Oui. Ah, c'est ça, je ne m'étais pas renseigné. OK. Je pensais que c'était similaire à la Taiga, mais OK. Non, pas tant. Et, tu sais, quand on fait une journée normale de motoneige, c'est 300 km qu'on parcourt. Donc, vous comprendrez que si on arrive 50 motoneiges sur un relais sur l'heure du dîner, tout le monde doit se recharger parce qu'ils ont encore 150 km à faire. Ça va être un secteur de l'industrie qui va être assez difficile à électrifier, mais très, très, très intéressant à rouler, certainement. Quand tu es au sommet d'une montagne, tu n'entends rien, tu n'entends pas le son du moteur, puis tu n'as pas non plus la notion d'odeur de l'essence et tout ça quand tu es positionné à l'arrière. Fait que ça, c'est un sujet qui pourrait être intéressant à long terme. Mais il ne faut quand même pas oublier que la motoneige a aussi un rôle
entre guillemets, utilitaire et pas juste récréatif. Et dans l'utilitaire, je pense que la motoneige électrique a tout à fait sa place dès maintenant. Les centres de ski, par exemple, je pense que c'est là que tu vas chercher quelqu'un qui a tombé puis il faut que tu le ramènes avec une moto. Tu fais 2 kilomètres dans ta journée. Je veux dire, c'est en masse, là. Puis il y a des gens qui les utilisent sur des érablières, qui les utilisent sur des des fermes ou des trucs qui ont des trucs à faire à l'extérieur, dehors, qui doivent soit tirer des charges ou déplacer des gens. C'est un scénario idéal pour une motoneige électrique, là. Puis aussi, probablement, il faudrait regarder probablement pas les personnes qui font énormément de motoneige, mais si on regarde par motoneige, ils font peut-être pas énormément de kilométrage par jour, mais au total, ils roulent à chaque jour. Ouais. Fait qu'ils doivent faire quand même une quantité de kilométrage intéressante. Donc, en termes d'émissions, autant les émissions de gaz à effet de serre que les émissions respirées par les passagers et conducteurs, on sauve probablement beaucoup plus là qu'on sauverait sur le récréatif. Là. Bien sûr. Le temps file très vite. Donc, j'aimerais ça qu'on aille tout de suite aller regarder nos classements géographiques. En commençant par les régions, tiens. Donc, j'imagine qu'on n'a pas grand surprise en termes de régions bien positionnées. J'ai quasiment envie de demander à José, en première place, est-ce qu'on a changé de région ou on est toujours avec la même région? Toujours à Montérégie en première place avec un pourcentage de 7,69. Donc, il y a un an, on était à 6 et quelques. Donc, la Montérégie garde sa première place et la maintient, quoiqu'elle se fait talonner par la Naudière quand même à 7,30, puis Laval. Ben, en fait, dans le top 5, on peut voir que c'est les 3 L, là, Laval, Laurentide et la Naudière. Puis on peut voir aussi dans le top 5 Estrie qui ont une région à vocation beaucoup plus écologique. Donc, reste aussi dans le top 5. Là. Excellent. Donc, dans l'ordre, Montérégie, Lanaudière, Laval, l'Estrie en 4e, Laurentide en 5e. Ensuite, la région de Montréal. Avec 6 %. La province, je pense pas qu'on l'a dit. On l'a utilisé au début, on l'a dit 5,77. Donc, les 6 qu'on vient de nommer là, Montérégie, Lanaudière, Laval, l'Estrie, Laurentide, Montréal, sont en haut de la moyenne provinciale. Donc, en haut de 5,77. Toutes les autres régions sont en bas, légèrement ou beaucoup, là, tout dépendant, avec la capitale nationale à 5,72, le centre du Québec à 5,01, la Mauricie 4,94, l'Outaouais 4,16, le Bas-Saint-Laurent 3,52, Chaudière-Appalaches 3,52 également, donc ex-aequo, Saguenay-Lac-Saint-Jean 3,42, Abitibi-Témiscamingue 2,51, Côte-Nord 2,08, Gaspésie-Île-de-Madeleine 1,96 et Nord du Québec 0,92 %. Donc, on voit qu'il y a une très grosse différence entre certaines régions. On passe du 0,92 au 7,69. Oui, tout à fait. Donc, les réalités des régions viennent qu'à changer un mix des perceptions, un mix d'un paquet et des besoins, un mix d'un paquet d'affaires qui change, qui fait... Ouais. Et on parle de... Justement, une région, c'est beaucoup de gens, beaucoup de véhicules et tout. C'est pour ça que les mouvements à ce niveau... Puis c'est ça, c'est pour ça que les mouvements sont beaucoup plus lents qu'ils peuvent l'être au niveau d'un modèle de véhicule, par exemple. Oui, et on voit que la progression dans les régions où il y en a le plus, c'est une progression qui est plus grande que dans les régions où il y en a moins, ce qui est un peu normal, l'effet d'entraînement. Puis si des régions sont en hausse parce que ils sont probablement plus propices, proches des grands centres, etc. Culture aussi un peu plus portée vers ce type de véhicule-là. Alors que quand on est dans le centre, au nord du Québec, Gaspésie, le pourcentage est faible et l'augmentation d'année en année est un peu plus faible que dans les autres régions pour ces mêmes raisons. Et aussi, il n'y a pas nécessairement tout le temps le même nombre de concessionnaires dans ces régions-là. Tu es un peu plus à la merci de ce qu'ils ont en stock. Quand ça va dans les régions moins peuplées, hein, c'est pas nécessairement, justement, comme par exemple, aux îles de la Madeleine, quelqu'un qui veut s'acheter une Tesla ou une Polestar, faut vraiment ou une, VinFast, il faut vraiment qu'il veuille. Parce que VinFast, le seul concessionnaire est à Laval. Sinon, justement, Tesla, on va à Québec. Polestar, je pense aussi, non à Québec. Fait que c'est quand même très loin pour eux s'ils veulent l'acheter, faire des services et tout ça. Donc, c'est d'autres affaires qui aident pas au niveau de la disponibilité effectivement, même si la régions. plupart de ces et c'est pas des concessionnaires, là, c'est des points de vente, la plupart de ces manufacturiers-là ont des bons services de Ranger puis tout le kit. Mais ça reste que pour c'est une inquiétude de plus. Oui, là. Et qui est tout à fait compréhensible. Là, quand tu es en Abitibi, tu dis, j'ai un problème majeur avec l'auto puis ils doivent l'entrer au garage et ils peuvent pas faire ça dans mon driveway. Ça veut dire que l'auto doit partir de l'Abitibi puis s'en aller à Laval, par exemple, ou à Montréal, c'est un peu moins sexy, là, tu sais. On peut comprendre. Si on
y va au niveau des villes, Fred, nos championnes ont-elles changé? Il y a peut-être eu quelques petits changements de position, là, mais c'est les mêmes 3 premières. Donc, Bromont, Senneville, Lorraine, Saint-Bruno-de-Montarville, Mont-Saint-Hilaire. Donc, c'est notre top 5. Justement, en fait, Bromont est rendu à 13,99 Quasiment 14 wow. Il a peut-être le 14. Comme, justement, on ne l'a pas dit, là, mais on le répète tout le temps d'un enregistrement à l'autre. On a des données fraîches pour ce qui est des véhicules électriques. Pour ce qui est de la flotte entière, on est encore sur les vieilles données de 2022. Ouais. Parce que la Société de l'assurance automobile du Québec n'a toujours pas publié les nouvelles données. Je leur ai demandé. Ils ont dit qu'ils n'étaient toujours pas disponibles. Je ne sais pas pourquoi. Mais donc, il faut qu'on prenne les vieilles données et qu'on les interpole à partir de la population. Donc, c'est certain que le jour où on arrive avec les nouvelles données, et le portrait de pourcentage risque de changer un peu. Exactement. Et nos championnes régionales, donc ça, je trouve ça intéressant. Les villes championnes par région sont... Regarde, vas-y Fred, je te laisse me les descendre tranquillement, pas vite. Là. OK, donc on y va comme un encan, là? Okay, oui, comme un encan, là. Une fois, deux fois, trois fois. Non, mais c'est surtout d'y aller vite. Non, OK. Abitibi-Témiscamingue, on parle de Sainte-Germaine-Boulay avec 5,88. Bas-Saint-Laurent, Notre-Dame-du-Portage à 8,12 Capitale-Nationale, Lac-de-Lage à 11,09 Centre du Québec, Saint-Elphège à 7,94 Chaudière-Appalaches, Irlande, je parle pas du pays, il faut croire qu'il y a une village qui s'appelle Irlande à 8,09 Côte-Nord, c'est Sept-Îles à 3,12 l'Estrie, notre championne des villes qui est Bromont avec 13,99 Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, c'est Hope à 3,68 Lanaudière, c'est Mascouche à 10,10 Laurentide, Lorraine à 13,32 À Laval, c'est sans surprise Laval, 7,24 Mauricie, c'est Lac-Normand à 7,14 Montérégie, Saint-Bruno-de-Montarville qui est encore dans le top à 13,10 Montréal, Senneville qui lui aussi était dans le top à 13,98 Nord du Québec. Vas-y, je t'écoute. Et honnêtement, ces dernières fois, j'écoutais les nouvelles. C'était un animateur de nouvelles, celui de RDI Économie. C'était avec une autre tribu amérindienne qui était à peu près ça de long, puis il l'avait chaque fois 100% parfait, je suis certain. Là, j'y lève mon chapeau parce que moi, on va me planter sur celle-là. Donc, ça va être Kengish... Quoi, je n'ai aucune idée. Kanjik Sudjuak. Ça. Kanji Sudjuak. Désolé pour tout le monde que je viens d'insulter s'il y en a qui font partie de nos auditeurs. Il y a Chelsea en Outaouais avec 9,94 et on passe dangereuse au Saguenay-Lac-Saint-Jean à 6,33 On rappelle que ces championnes régionales-là, c'est plus ludique qu'autre chose. Là. C'est la ville ou le village dans la région qui en a le plus, mais certains villages pourraient avoir 12 habitants. Donc, le fait que 2 personnes aient des voitures électriques, t'es déjà rendu à une personne sur 6 qui conduit électrique dans le village. Ça score très haut. Fait que, c'est ça. Les régions où il y a des petits villages, les chiffres peuvent paraître beaucoup gros, mais 8%, c'est 8% de combien, là? C'est peut-être pas grand-chose. Pour ça, justement, en fait, c'est dans l'autre, quand on allait chercher nos villes, vraiment, qu'on y allait à partir de Bromont, Senneville, puis ainsi de suite, vraiment, notre top 10 villes. Eux, c'est les villes de plus de 1000 habitants. Ouais. Parce qu'on voulait éviter ces anomalies statistiques-là. Mais quand on y va par région, si on fait ça, je veux pas être plate, mais il y a des régions qui n'auraient pas grand ville. Donc, c'est pour ça qu'on a enlevé ce critère-là, qu'on y va avec les championnes par région. Bien sûr. Puis je pense que c'est le fun aussi de voir quand un auditeur vit dans une région, mais de savoir c'est quoi la ville dans sa région qui est la championne. Puis, justement, s'ils veulent faire du spotage d'auto électrique, là, c'est là qu'il faut qu'ils aillent dans leur C'est ça, vous jouez aux voisins gonflables. Ben, écoutez, à moins que je me trompe, ça fait le tour, messieurs, dames. Y a-t-il quelque chose qu'on a oublié, José? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Que tout est complet. À part peut-être un fun fact. Donc, on observait quand même le trimestre 3 qui couvrait les données du 1er juillet au 30 septembre. Durant cette période-là, il y a eu le Grand Prix de Trois-Rivières, la première fin de semaine d'août. Le Grand Prix de Trois-Rivières qui en est à plus de 50 éditions maintenant. Cette année, le pace car pour partir les courses était un Chevrolet Blazer SS. Donc, il était en grande présentation. 2 Chevrolet Blazer qui étaient là pour faire le véhicule de tête là, au démarrage des courses. Et Chevrolet tenait là,
quand même un stand là, avec plusieurs modèles et avait bien sûr l'Equinox à vendre. Donc, c'était super intéressant de voir des pilotes aussi là, donner des cours pour tout le personnel qui était dédié à la sécurité, savoir comment manier le véhicule. Donc, il y a des gros camions, mais il y avait aussi les 2 Blazers électriques. Oui, puis c'est le fun que ça soit pas chez une clientèle acquise, là. Je pense que puis vous allez me dire que c'est bourré de préjugés, mais je pense que les gens qui aiment la course automobile sont pas nécessairement la clientèle cible là, naturelle de la voiture électrique, quoique ça tend à changer avec la Formule 1 puis tout ça, mais ça reste que je trouve intéressant de faire des démonstrations dans des contextes comme ceux-là où ça fait jaser, les gens ont des questions, sont un peu moins renseignés peut-être. Ça donne la chance aussi de voir que ces véhicules-là sont pas finalement si différents dans le look puis dans l'utilisation, c'est plus dans leur empreinte puis l'impact que ça peut avoir sur la planète que la différence est la plus grosse finalement. Messieurs, dames, merci beaucoup. José, on a cassé la glace. Yes. Prochaine fois, est-ce qu'on est en studio à Sainte-Julie? Ah, sûrement. Sûrement, hein? Ouais, ça va être plus facile que de faire ça à distance. Puis en même temps, ben c'était une première puis tout ça, mais je pense que tu t'es très bien tiré d'affaire avec tout ça. M'en allait t'appeler Jean-François. J'ai de la misère, il nous manque. J'ai de la misère. Fred, ben merci beaucoup encore une fois pour ce magnifique travail. On va dédier cet épisode, cette nouvelle mouture version 2 avec José à notre ami justement Jean-François, à qui on lève notre peine bien haut parce que pendant toutes ces années-là, il est venu ici sans relâche, il a fait le travail, toujours avec le sourire, toujours bien documenté, bien organisé. Puis ça a été un plaisir de faire ça avec Jean-François pendant toutes ces années. Mais on va essayer de continuer ça avec autant de plaisir puis autant de rigueur. Donc, définitivement. En terminant, ben merci encore. Je tiens à dire que si vous voulez voir toutes les statistiques de l'Association des véhicules électriques du Québec, qui est un recueil de toute l'information en fait qu'on vient de parler là, mais présentée de façon beaucoup plus détaillée avec des textes, avec des graphiques interactifs, ils sont présents sur le site de l'association. Vous avez changé de la formule, Fred et José, peut-être nous expliquer un peu là. Avant, c'était publié d'une shot, et là maintenant c'est publié en plusieurs parties, peut-être nous expliquer les raisons et le format? En gros, il y a une question, justement, bon, Jean-François nous a pas juste, justement, il a laissé sa place sur le podcast, et justement pour la rédaction de l'article. L'écriture est un peu moins mon fort, donc on s'est trouvé quelqu'un d'autre pour écrire, c'est pas José. José nous aide pour le podcast, mais on a quelqu'un d'autre dans l'AVEC qui nous aide justement pour écrire l'article. Son temps est un peu plus limité et tout, donc on a décidé d'y aller par petits morceaux, par petites bouchées. Donc, on a déjà une bouchée de publier. On vient d'en publier un autre samedi passé. Samedi passé, il faudrait que je regarde la date, là. Donc, samedi le 22. Parce que je ne sais pas quand vous allez écouter le podcast. Et on va en publier une. Fort probablement, on s'aligne pour avoir la 3e et dernière morceau d'être publié ce vendredi-ci, le 29. Donc, la journée où le podcast va être rendu disponible. Exact. Une couple d'heures avant, une couple d'heures après. Donc, c'est en 3 morceaux. Exact. C'est en 3 morceaux. Est-ce que les gens doivent lire 3 articles séparés? Il va y avoir un article fusionné? C'est 3 articles séparés, mais dans les liens principaux, soit les mêmes liens qu'on avait avant. Là. Donc, le lien en haut à droite, ça pointe vers la première. Vous allez à la fin de l'article, vous pouvez cliquer à la deuxième, à la fin de l'article. OK, donc ils sont interconnectés les uns avec les autres. Je rajoute les maillons de chaîne au fur et à mesure. OK, excellent. Donc, les gens ont accès finalement à la même information qu'il y avait avant. C'est juste que c'est présenté en 3 blocs plutôt qu'un bloc. Donc, toute cette information-là, vous allez sur le www.aveq.ca. J'imagine que ça n'a pas changé sur la page d'accueil. En haut à droite, on a accès donc à l'infographie là, sur les statistiques. Et vous avez tout ça également là, dans le... Il y a une section aussi média, oui, dans lequel ça se retrouve. Donc, vous avez tout ça là. N'hésitez pas, je le dis à toutes les fois, mais c'est important, les graphiques sont interactifs, ce qui veut dire que vous pouvez changer dedans ce qui va vous montrer. Donc, par exemple, un graphique qui présente les modèles de véhicules, vous pouvez enlever les modèles que vous voulez pas, laissez juste ceux que vous voulez pour que le graphique soit plus épuré, là, qu'il y ait moins de lignes qui s'entrecroisent les unes sur les autres. La même chose avec les régions. Vous allez chercher juste la région que vous voulez.
ou les villes que vous voulez. Le petit patelin où que vous restez, qu'on n'a pas parlé, ben, vous pouvez aller voir comment la ils se liste des comportent. modèles. Tout est là. Donc, souvent, les journalistes aussi nous posent des questions. Là. Est-ce que c'est possible d'avoir telle information? Mais souvent, ce qu'ils savent pas, c'est qu'elle est déjà là, l'information. Il faut juste leur montrer comment aller jouer dans les graphiques. On se fait plaisir de leur donner puis de leur extraire. Bien sûr, n'importe quand. Donc, sur ce, ben merci beaucoup de votre participation. Puis, on se reparle en début 2025. Je parle pour les statistiques, on va se parler avant ça. Mais pour les statistiques, on se reparle en début 2026 où on va faire le dernier trimestre de 2025 puis un récapitulatif, j'imagine, de l'année 2025 au complet. Espérons qu'on va pouvoir le faire plus tôt que cette année où on a eu les données. Tu te souviens, on a fait le récapitulatif, on était quasiment rendu au milieu d'année. Oui, ben c'est ça. Mais là, justement, il semble être bien parti. Croisons les doigts. On croise les doigts, on fait ça comme ça. Puis sinon, ben, on vous souhaite à tous une bonne fin de journée. On se reparle bientôt. Merci, bye-bye. Épisode hors série.